Il est très agréable ce soir de modérer ce webinaire sur le 5e anniversaire de l'Ampareg Outcome organisé par la Société marocaine d'endocrinologie et maladies métaboliques et à laquelle j'adresse mes remerciements et mes félicitations pour cette initiative. Bien entendu, je remercie aussi les laboratoires Boehringer pour nous avoir donné l'occasion de discuter de cette molécule, encore une fois, qui est venue relever le défi des complications rénales et de la prévention des complications rénales et cardiaques, en plus de ses effets métaboliques et diabétologiques. Nous avons cette soirée sera animée grâce à des professeurs et des chefs de service, d'Oujda, le professeur Lotrache, que vous connaissez bien, et qui va nous parler des inhibiteurs des SGLT chez le diabétique de type 2. Nous aurons aussi le professeur Hussein Esqali, le chef de service au CHU Hassan de Fès, qui nous parlera de la néphropathie et de l'importance de cette classe dans cette pathologie. Nous avons de Marrakech, de l'hôpital militaire, le chef de service professeur Bendris Leila, qui nous parlera bien entendu des problèmes cardiologique et de la prévention cardiologique et combien est importante. Nous avons donc ce soir la chance de réunir ceux qui sont concernés au premier plan par les effets positifs et favorables de cette classe thérapeutique. Et je pense que le 5e anniversaire de l'Ampareg Outcome est une occasion importante de rappeler les innovations et les nouveautés dans la prise en charge de la maladie diabétique et de la prévention des complications de la maladie diabétique. Je précise que les professeurs qui animeront les conférences ont 20 minutes pour présenter leur exposé et à la fin suivra une discussion de 15-20 minutes. Bien entendu, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure au niveau des questions-réponses, hein, et nous essaierons à la fin de donner la parole aux différents orateurs pour répondre aux différentes questions qui, je le souhaite et je l'espère, soient nombreuses. Et j'espère que cette soirée sera très profitable parce qu'elle va nous donner l'occasion, encore une fois, de voir les grands défis de la diabétologie moderne et les grandes réalisations aujourd'hui, ces 10 dernières années, avec ces nouvelles molécules qui apportent beaucoup d'espoir dans la prise en charge de la maladie diabétique. Donc, sans trop tarder, je vais donner la parole, je pense, au professeur Altrache, qui va nous faire la place des inhibiteurs des SG2 chez le diabétique de type 2. Le professeur Hanan Altrache, vous la connaissez, est le chef de service d'endocrino au CHU Mohamed VI d'Oujda, est très, très active en matière de diabète, mais aussi en endocrinologie. Et à vous la parole, professeur Altrache. Et merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Belkhadir pour cette très belle introduction. Je remercie également la Société marocaine d'endocrinologie et le laboratoire de Boehringer de m'avoir invité pour animer ce webinaire auprès de nos chers confrères et collègues néphrologues et cardiologues à qui je souhaite vraiment la bienvenue dans ce webinaire auprès des endocrinologues du Maroc. Donc voilà, il m'a été demandé de vous parler ce soir de la place des inhibiteurs de SGLT2 chez les patients diabétiques de type 2. Pour cette présentation, on va suivre le plan suivant avec une présentation initiale du mode d'action des inhibiteurs de SGLT2. On verra ensemble les effets métaboliques et aussi les effets cardio- et néphroprotecteurs pour détailler par la suite le profil de tolérance et de sécurité de ces inhibiteurs de SGLT2 et à la fin, où est-ce qu'on peut les positionner actuellement dans les recommandations de l'ADA et de l'EASD.
Donc, je fais que vous rappeler en vous disant que le diabète réalise une véritable épidémie mondiale, mais ce qui est alarmant, ce qui va continuer encore à réaliser cette épidémie mondiale. Regardez ici dans cette publication de la Fédération internationale du diabète qui nous prédit que d'ici 2045, il y aura plus de 100 millions de diabétiques dans la région MENA, c'est-à-dire une augmentation près de 100% de la prévalence de la maladie diabétique. Cette augmentation de la prévalence a permis une amélioration de la pharmacopée de la maladie diabétique type 2 qui s'est franchement considérablement enrichie ces 25 dernières années, et ceci après quand même un demi-siècle sans véritable innovation, depuis la découverte de l'insuline en 1923, la découverte des sulfamides et de la metformine en 1950. Et de ce fait, on a constaté que la prise en charge du diabète de type 2 a passé vraiment par 3 périodes. Une première période, et c'est la période des temps sombres qu'on peut qualifier avant les résultats de l'étude UKPDS et qu'on peut qualifier comme étude sombre. Une deuxième période où on s'est basé largement sur les opinions d'experts, et puis une troisième période où on se base uniquement sur les résultats des grands essais cliniques, c'est-à-dire la médecine basée sur des preuves. Parmi ces preuves, on a l'étude Empiric Outcome. C'est une grande étude dont les premiers résultats ont été publiés au congrès de l'EASD en 2015. Et depuis 2015, depuis les résultats de cette étude, regardez, on a eu quand même un chamboulement dans les recommandations de l'ADA et de l'EASD depuis, avec une approche qui partait initialement sur la prescription d'un médicament qui avait comme objectif une baisse de la glycémie, bien sûr en associant à la prise en charge des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Et on est passé par la suite à une autre approche, à prescrire un médicament qui a, en plus de son effet antidiabétique, un effet sur la cardioprotection et sur la néphroprotection. Et juste un peu d'histoire, la florizine est un flavonoïde qui est situé dans la peau des fruits, particulièrement des pommes. Son effet glucosurique a été découvert en 1886, ça veut dire que ça fait vraiment très très longtemps. C'est qu'en 1990 que le gène de SGLT2 a été découvert, et pour la première fois, il a été utilisé l'analogue de la florizine dans les débuts des années 2000. En matière de physiologie, on sait que le rein participe quand même dans l'homéostasie glycémique, puisque 180 grammes de glucose vont être filtrés tous les jours par le glomérule rénal, et donc 90% vont être réabsorbés au niveau du tubule proximal. Des cotransporteurs sodium-glucose ont été également identifiés, particulièrement le SGLT2 qui est localisé au niveau de la partie proximale et qui va être responsable de la réabsorption de plus de 90% du glucose filtré par le glomérule rénal. Les SGLT1 vont réabsorber le reste. Et on sait aussi que tant que la glycémie est inférieure à 1,80, tout le glucose filtré par le glomérule rénal va être réabsorbé, et qu'au-delà de cette glycémie, la capacité de réabsorption va être saturée et on assistera à ce moment-là à une augmentation de l'excrétion urinaire du glucose. La particularité aussi, et c'est chez le patient diabétique, que chez notre patient diabétique, il y aura une capacité accrue de réabsorption par augmentation du nombre de SGLT2 et non pas des SGLT1. Les glyphlosines vont agir au niveau du récepteur de SGLT2 de façon très sélective. Une fois fixés sur le récepteur, ils vont réduire la réabsorption du glucose et augmenter l'excrétion urinaire de ce glucose par voie urinaire. Et également, on estime que 70 grammes de glucose va être éliminé par voie urinaire tous les jours, ce qui correspond à 280 kilocalories par jour. Cette notion, c'est elle qui va nous expliquer la perte pondérale qu'on va voir chez nos patients qu'on traite avec les glyphlosines. Cette augmentation de la glucosurie va diminuer la glycémie, qui va elle-même améliorer la glucotoxicité, et de ce fait, il y aura une amélioration de la fonction cellulaire bêta et une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Qu'en est-il maintenant des effets métaboliques des inhibiteurs de SGLT2? Quand ils sont utilisés en monothérapie, et ceci bien sûr en cas d'intolérance ou contre-indication à la metformine, ils vont entraîner une réduction de l'hémoglobine glyquée de moins de 0,6 à moins de 0,9%. Ce qui est important, c'est que l'effet des inhibiteurs de SGLT2 est un effet qui est stable, c'est-à-dire que
quelle que soit la durée de la maladie diabétique ou quelle que soit la durée de la prescription, c'est un effet qui va se prolonger dans le temps, à l'inverse des sulfamides, par exemple, ou les autres insulinosécréteurs dont l'effet va s'épuiser au cours des années. En bithérapie, après échec de la metformine, si on compare l'association de l'empagliflozine versus la sitagliptine, on constate que les inhibiteurs de SGLT2 paraissent beaucoup plus puissants, mais ce qui est important, c'est qu'il y aura moins d'hypoglycémie et avec une perte pondérale toujours. Toujours en bithérapie, après échec de la metformine, qu'en est-il des sulfamides? Dans cet essai qui a randomisé quand même, qui a duré plus de 104 semaines, ils ont prescrit l'empagliflozine à la dose de 25 mg, les glimépérides à la dose de 6 mg par jour. Et regardez, après une phase initiale où on a une diminution qui est avantageuse pour les sulfamides en matière d'hémoglobine glyquée, on assiste à la fin de l'essai à un avantage qui est statistiquement significatif en faveur de l'empagliflozine. Bien sûr, il n'y a pas photo, le risque hypoglycémique de l'empagliflozine va être beaucoup plus bas et également la perte pondérale va être importante. À l'inverse, avec le sulfamide, on va assister à une prise pondérale. Cette perte pondérale, comme vous voyez sur cette diapo, elle va toucher essentiellement la graisse viscérale, mais aussi la graisse sous-cutanée. Maintenant, en complément d'une insulinothérapie, quand vous prescrivez les inhibiteurs de SGLT2, ça vous permettra de réduire l'hémoglobine glyquée de moins de 0,6% avec une réduction de la dose d'insuline et une réduction du poids de notre patient. Mais cet effet sur l'hémoglobine glyquée, il va s'atténuer avec le débit de filtration glomérulaire quand il commencera à s'abaisser. Mais cet effet ne se verra pas par contre, sur la pression artérielle systolique et sur le poids du patient qui continue à s'abaisser malgré la diminution du débit de filtration glomérulaire. Je vous ai exposé ici les résultats de l'hémoglobine glyquée de l'étude EMPA-REG Outcome qu'on va voir tout à l'heure dans le côté cardiovasculaire, juste pour vous montrer que l'effet se maintient dans le temps. La perte pondérale également se maintient dans le temps. C'est un essai qui s'est maintenu plus de 2 ans et demi et également avec une sécurité d'emploi. Si on veut récapituler sur première partie métabolique, quand on compare l'empagliflozine avec les autres inhibiteurs de SGLT2, il s'avère qu'ils réduisent l'hémoglobine glyquée en moyenne de moins de 0,7, une perte pondérale en moyenne de 3 kg et une baisse de la pression artérielle aussi bien systolique que diastolique. Maintenant, qu'en est-il des effets cardio et néphroprotecteurs qui ont fait chambouler toutes les recommandations, aussi bien des endocrinologues, diabétologues que les cardiologues, néphrologues? Alors, il faut savoir, je fais juste en fait à rappeler que depuis 2008 et après, à la suite de doutes quant aux effets cardiovasculaires néfastes de la rosiglitazone, la FDA a imposé à tous les nouveaux antidiabétiques de faire des essais de sécurité cardiovasculaire. Ce sont des essais qui doivent être randomisés, contrôlés sur une bonne période, dont l'objectif principal est de prouver la non-infériorité de la molécule testée par rapport à un placebo. Et comme objectif ou comme critère principal, le MACE, le critère principal, c'est un critère principal combiné et qui va combiner la mortalité cardiovasculaire, l'infarctus de myocarde non fatal et l'AVC non fatal. Et depuis cette obligation qu'on peut considérer de légitime, on a vu défiler ces dernières années les résultats des différents essais cliniques des différentes classes antidiabétiques. Je fais ici que vous rappelez les essais cliniques de sécurité cardiovasculaire des inhibiteurs de la DPP4 qui ont montré la non-infériorité par rapport à un placebo, mais je vous rappelle, pour la saxagliptine, il a été constaté une augmentation de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Qu'en est-il maintenant de l'EMPA-REG Outcome? C'est une grande étude qui inclut plus de 7000 patients, randomisés en 3 groupes. Un groupe placebo, un groupe traité par empagliflozine à la dose de 10 mg et à la dose de 25 mg. Ils ont inclus les patients diabétiques type 2 dont l'hémoglobine glyquée est entre 7 et 10%. Mais regardez ici, tous les patients de l'EMPA-REG Outcome, c'était des patients qui avaient des maladies cardiovasculaires établies, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà fait un accident cardiovasculaire. Les 2 groupes, placebo et le groupe empagliflozine, étaient comparables. C'est une notion qui est très importante pour pouvoir étudier les résultats, comparables par rapport à l'âge, par rapport au sexe, par rapport à l'hémoglobine glyquée, par rapport à la durée du diabète, par rapport à l'index de masse corporelle, par rapport aux autres facteurs de risque cardiovasculaire. Et tous les patients avaient une maladie cardiovasculaire avérée, c'est-à-dire qu'ils étaient en prévention secondaire.
Ces patients ont été traités par tous les médicaments antidiabétiques, par des médicaments antihypertenseurs, par des médicaments hypolipémiants, par des anticoagulants et des antiagrégants plaquettaires. Qu'en est-il des résultats? Le premier résultat, le MACE, je vous rappelle, c'était le critère combiné qui associe la mortalité cardiovasculaire, l'AVC non fatal et l'infarctus de myocarde non fatal. L'EMPA-REG Outcome a montré que l'empagliflozine diminue le MACE de moins de 14% par rapport au placebo, et ceci de façon statistiquement significative. Elle a montré aussi une diminution de la mortalité d'origine cardiovasculaire de moins de 38% et la mortalité totale de moins de 32%. Et pareil, de façon statistiquement significative. Et puis enfin, elle a montré une diminution de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque de moins de 35%, encore une fois, statistiquement significative. Et à travers ces résultats de protection cardiovasculaire qu'on peut considérer de remarquables, l'étude EMPA-REG Outcome a été considérée comme une étude phare qui a entraîné un tournant dans la prise en charge du patient diabétique de type 2 avec une maladie cardiovasculaire. Dans cette méta-analyse, qui a inclus non pas seulement l'EMPA-REG, mais qui a inclus aussi d'autres études de sécurité cardiovasculaire d'autres classes d'inhibiteurs de SGLT2, à savoir la canagliflozine et la dapagliflozine. Dans cette méta-analyse, il paraît que le bénéfice sur le MACE, c'est-à-dire les trois facteurs qu'on a vus tout à l'heure, l'AVC non fatal, l'infarctus de myocarde et la mortalité cardiovasculaire, que le bénéfice sur ce MACE ne se voyait uniquement qu'en prévention secondaire, c'est-à-dire chez les patients qui ont déjà fait un accident cardiovasculaire. Toujours dans la même méta-analyse, le bénéfice sur le critère composite qui associe la mortalité cardiovasculaire avec l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, ici, le bénéfice se voyait de façon flagrante, aussi bien regardé en prévention secondaire qu'en prévention primaire. Toujours dans la même méta-analyse, et enfin, le dernier résultat, c'est le résultat de la protection rénale, et toutes les études, ils ont présenté, on va dire, une remarquable concordance des résultats de protection rénale, aussi bien en regardant en prévention secondaire qu'en prévention primaire, quand on parle d'un critère composite qui va évaluer la progression de la maladie rénale. Ce critère va associer le doublement de la créatinine avec évolution vers une insuffisance rénale terminale et une mort d'origine rénale. Ce critère, dans cette méta-analyse, a été réduit de moins de 40%. Maintenant, pour récapituler cette partie cardiovasculaire, l'EMPA-REG Outcome va cocher toutes les cases. Il diminue le MACE, le décès d'origine cardiovasculaire, l'insuffisance cardiaque et assurera une protection rénale. Quand on compare ces résultats par rapport aux autres inhibiteurs de SGLT2, on a des résultats comparables avec la canagliflozine, mais beaucoup moins. Mais pour les autres inhibiteurs, ce n'est pas la même chose. On va essayer d'expliquer ça. Pour ce qui reste un peu commun entre tous les essais cliniques des différents inhibiteurs de SGLT2, c'est la diminution de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Regardez, elle est diminuée de façon statistiquement significative et une protection rénale qui est assurée pour les différentes classes de façon statistiquement significative. Pourquoi cette divergence en matière de protection cardiovasculaire? On peut l'expliquer, soit probablement par un effet du médicament lui-même, mais aussi on peut l'expliquer par l'hétérogénéité de la population qui était incluse dans chaque essai clinique. Je vous rappelle que dans l'EMPA-REG Outcome, on avait dit que c'était tous les patients, ils étaient en prévention secondaire. Pareil pour la vertige cardiovasculaire qui a traité les patients avec l'orthogliflozine, où tous les patients également étaient en prévention secondaire, alors que les autres études, ils ont inclus des patients aussi bien en prévention primaire qu'en prévention secondaire avec des degrés différents. Maintenant, comment peut-on essayer d'expliquer ce bénéfice? D'abord, on a le bénéfice le fait qu'on va agir sur les différents facteurs de risque cardiovasculaire, la baisse de la pression artérielle, la baisse du poids, la baisse de la glycémie, l'acide urique et la microalbuminurie. On a aussi des effets endocriniens, à savoir l'amélioration, on l'a dit tout à l'heure, de la fonction cellulaire bêta, l'amélioration de la résistance à l'insuline et l'augmentation du glucagon qui va augmenter les corps cétoniques. Mais cet effet cardiovasculaire, ce bénéfice cardiovasculaire se voit dès les premiers mois de prescription de l'empagliflozine, et de ce fait, on va plutôt attribuer ce bénéfice plus vers un effet hémodynamique diurétique que vers un effet anti-athérosclérotique, qui veut dire que
c'est le fait qu'il y ait une augmentation de la diurèse osmotique, une augmentation de la natriurèse, une diminution de la surcharge volémique et également par un effet myocardique spécifique du fait de l'amélioration de la fonction cardiaque, la diminution du stress oxydatif, la diminution de l'inflammation et également l'augmentation de corps cétonique. Je vous rappelle que le corps cétonique représente un véritable carburant énergétique, aussi bien pour les cellules rénales que pour les cellules cardiaques. Maintenant, est-ce que ces résultats sont, on va dire, est-ce qu'ils sont présents en vie réelle? Et pour ceci, j'ai choisi pour vous 2 études de vie réelle versus inhibiteur de GLP-1 et versus analogue de GLP-1 et inhibiteur de SGLT2. Alors, la première étude, c'est l'étude EMPRISE qui a inclus 2 groupes, un groupe traité pour la première fois par les inhibiteurs de SGLT2 et un autre groupe traité pour la première fois par les inhibiteurs de la DPP4, en l'occurrence la sitagliptine. Dans chaque groupe, il y avait 16 000 patients quand même, c'était un nombre de patients qui était important, et les 2 groupes étaient comparables et ils avaient le même chiffre en matière de maladies cardiovasculaires. Donc presque, on va dire, 25% de chaque groupe était déjà en prévention secondaire. Le premier résultat, c'est le résultat pour ce qui est de la diminution significative de l'insuffisance cardiaque en faveur de l'empagliflozine versus sitagliptine. C'est une diminution qui est de 49%. Ce bénéfice sur l'insuffisance cardiaque en faveur de l'empagliflozine va se voir, regardez ici, aussi bien en prévention secondaire qu'en prévention primaire, mais beaucoup plus en prévention primaire, ce qui se calque avec les résultats de l'EMPA-REG Outcome. Maintenant, qu'en est-il des analogues du GLP-1? D'abord, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on a dans la littérature quand on veut comparer les inhibiteurs de SGLT2 avec les analogues du GLP-1? Donc, à travers une méta-analyse de 2 grands essais cliniques, on peut constater qu'il n'y a pas de différence entre les 2 molécules, sauf pour l'insuffisance cardiaque, avec un bénéfice en faveur des inhibiteurs de SGLT2. Mais en absence de vrais essais de face à face, on va se baser pour comparer ces 2 classes thérapeutiques sur les études de vie réelle. Donc, c'est une étude qui inclut un bras traité pour la première fois par l'analogue du GLP-1 et un autre bras traité pour la première fois pour les inhibiteurs de SGLT2, bien sûr avec un appariement sur un certain nombre de facteurs pour pouvoir avoir des résultats à discuter. Donc, l'objectif, c'était les différents paramètres métaboliques et tensionnels, de voir le risque cardiovasculaire et les effets secondaires. Premier résultat, on constate que les analogues du GLP-1 font beaucoup mieux sur l'hémoglobine glyquée qu'en comparaison avec les inhibiteurs de SGLT2. Mais les inhibiteurs, ils font beaucoup mieux sur les chiffres tensionnels et sur l'augmentation du cholestérol HDL. Maintenant, qu'en est-il de la prévention et la protection cardiovasculaire? Quand on voit le MACE et l'infarctus de myocarde et l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, on voit un bénéfice qui est statistiquement significatif en faveur de l'empagliflozine. Est-ce que c'est pareil en prévention primaire qu'en prévention secondaire? On voit que le bénéfice sur le MACE, regardez tout en haut, il se voit essentiellement pour les patients qui ont déjà un antécédent d'accident cardiovasculaire, alors que le bénéfice sur l'insuffisance cardiaque, il se voit aussi bien en prévention primaire qu'en prévention secondaire, mais beaucoup plus en prévention primaire. Donc tout ça rejoint déjà les résultats de l'EMPA-REG Outcome et nous réconforte dans les résultats qu'on a déjà obtenus avec une sécurité d'emploi. On arrive maintenant au profil de tolérance et de sécurité de cette nouvelle classe thérapeutique. Le principal effet secondaire, c'est en général, c'est les infections mycotiques générales. Les infections mycotiques, génitales. Cette complication ne nécessite pas du tout l'arrêt du traitement. Elle va être traitée de façon classique par un antifongique. Et bien sûr, quand on va prescrire un inhibiteur de SGLT2, toujours donner des conseils d'hygiène génitale. L'infection urinaire, elle est beaucoup moins rare que les infections mycotiques génitales. Pareil, elle ne nécessite pas l'arrêt du traitement. Et il faut savoir que les pyélonéphrite et les urosepsis sont vraiment exceptionnels après utilisation de cette classe thérapeutique. L'acidose diabétique euglycémique, c'est une complication qui est rare chez les diabétiques de type 2, se voit essentiellement chez les patients qui ont un taux de peptide C qui est très effondré, essentiellement en situation aiguë, particulièrement en post-chirurgical.
Le tableau clinique, c'est un tableau d'acidose qu'on connaît très bien, mais cette fois-ci à glycémie normale. Le traitement, c'est le traitement de la décompensation cétosique. La déplétion volémique peut se voir beaucoup plus chez les personnes âgées, fragiles, sous-diurétiques, d'où l'intérêt, quand on prescrit cette molécule, de conseiller une réhydratation et de réduire le traitement antihypertenseur pour éviter cette complication à nos patients. Et puis enfin, l'amputation et les fractures, ce sont des effets secondaires qui ont été décrits uniquement avec la canagliflozine. Et dans ce cas, il faudrait éviter sa prescription en cas d'ulcère ou d'amputation et de surveiller les patients ayant une artériopathie périphérique des membres inférieurs. Et puis enfin, comment maintenant se positionnent les inhibiteurs de SGLT2 dans les dernières recommandations? Quand on voit un peu les recommandations de l'ADA, le ASD, après échec de la metformine et de mesures gynédétiques, on peut commencer déjà à ce stade-là à penser, est-ce qu'il y a une indication à prescrire les inhibiteurs de SGLT2 ou les analogues du GLP1? Pourquoi? Parce que pour la première fois dans les recommandations, ils ont inclus les patients à haut risque de faire une maladie, de faire un accident cardiovasculaire. Ils ont inclus les patients qui ont déjà fait un accident cardiovasculaire, les patients qui ont une maladie rénale chronique ou une insuffisance cardiaque. En effet, il faut considérer cette prescription quel que soit le taux d'hémoglobine initiale de base et quel que soit l'objectif d'hémoglobine glyquée que vous avez préconisé pour votre patient. Mais comment va-t-on choisir entre ces deux classes thérapeutiques qui sont les inhibiteurs de SGLT2 et les analogues du GLP1? On va choisir de la façon telle. Si on a un patient qui a une maladie cardiovasculaire athéromatose prédominante, c'est-à-dire qu'il a déjà fait un accident cardiovasculaire, ou c'est un patient à très haut risque de nous faire une complication cardiovasculaire. Quels sont ces patients? Les patients âgés de plus de 55 ans ayant une hypertrophie ventriculaire gauche ou une sténose artérielle de plus de 50%, qu'elle soit au niveau coronarien, carotidien ou au niveau des membres inférieurs. Dans ce cas-là, ils préconisent de prescrire les analogues du GLP1 ou bien les inhibiteurs de SGLT2. Dans la situation où on a un patient qui a une insuffisance cardiaque ou une maladie rénale chronique, à ce moment-là, on prescrit en premier les inhibiteurs de SGLT2. Pour les autres patients, c'est-à-dire qui n'ont pas d'accident cardiovasculaire, qui n'ont pas un risque élevé de nous faire un accident cardiovasculaire ou une maladie cardiovasculaire avérée, ceux qui ne sont pas en insuffisance cardiaque et qui n'ont pas de maladie rénale chronique, à ce moment-là, c'est le choix habituel entre les différentes classes antidiabétiques en prenant en compte, c'est ce qu'on fait tous les jours, en prenant en compte le risque hypoglycémique, la perte pondérale, le coût et le choix du patient. Et pour conclure, malgré tout ce qui a été présenté, malgré toutes les études qu'on a à ce jour, plusieurs questions restent encore en suspens. La première, en absence d'insuffisance cardiaque et de maladie rénale chronique, comment va-t-on choisir entre les inhibiteurs de SGLT2 et d'analogues du GLP1 pour les patients diabétiques de type 2 ayant une maladie cardiovasculaire athéromateuse? Ma deuxième question, est-ce que le type d'événement cardiovasculaire importe? C'est-à-dire, ceux qui ont fait une atteinte coronarienne sont pareils que ceux qui ont fait un AVC, sont pareils que ceux qui nous ont fait une artériopathie des membres inférieurs. Et puis, enfin, est-ce que le bénéfice cardiovasculaire s'additionne? C'est-à-dire, quand on va prescrire les deux molécules, qu'elles soient inhibiteurs de SGLT2 ou analogues du GLP1, est-ce qu'on aura un bénéfice qui va s'additionner chez notre patient? Et puis, la dernière question, est-ce que ces bénéfices qu'on a vus seraient applicables en prévention primaire, particulièrement chez les patients non diabétiques? Et dans cette diapo, je vous présente le résultat de la DAPA-HF. C'est une étude qui a été menée par la dapagliflozine chez des patients diabétiques et des patients non diabétiques. Alors, parmi les résultats, ils ont trouvé que la dapagliflozine diminue le risque d'apparition du diabète de type 2 en comparaison avec le groupe placebo. Pour conclure et vous dire que l'EMPA-REG Outcome reste quand même la première étude, le premier essai cardiovasculaire qui a montré cette protection rénale et cette protection cardiaque en plus de son effet antidiabétique. En effet, c'est une molécule qui trouve sa place dans la prescription de tous les jours chez nos patients diabétiques de type 2. Ceux qui sont en insuffisance cardiaque et maladie rénale chronique, c'est les inhibiteurs de SGLT2 dès le départ. Ceux qui ont un accident cardiovasculaire, c'est les inhibiteurs de SGLT2 ou l'analogue du GLP1. Et voire même pour les cardiologues, ils sont partis un peu loin dans leurs recommandations. Ils ont recommandé ces prescriptions même pour les patients prévention primaire qui ont des facteurs de risque et qui n'ont pas encore fait d'accident cardiovasculaire.
Et bien sûr, ici, le risque cardiovasculaire et les facteurs de risque cardiovasculaire diffèrent entre les deux recommandations. On continuera à faire ce qu'on est habitué à faire, c'est-à-dire de bien individualiser la prise en charge de tous les patients diabétiques en prenant en compte tous les facteurs qu'on connaît pertinemment. Mais un des facteurs prend toute sa place dans la prescription au Maroc, c'est le coût de ces molécules. Pourquoi? Parce que le coût va influencer l'observance thérapeutique et on est en train de parler de maladies chroniques, de patients qui n'ont pas seulement un seul traitement, mais qui ont une ordonnance où il y a au moins 7, 8, 10 molécules qui sont déjà prescrites. Ce coût va influencer l'observance et on sait que les médicaments ne vont jamais marcher chez les gens qui ne les prennent pas. On a longtemps, comme dit Bill Gates, on a vraiment tendance à surestimer ce qui va se passer dans les 2 prochaines années, alors que vraiment on sous-estime ce qui va se passer dans les prochaines 10 années. Et ce qui s'est passé en diabétologie ces 10 dernières années est l'exemple type de cette citation. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur El-Trash, pour cet exposé extrêmement intéressant, extrêmement exhaustif sur les SGLT2 et qui remet à l'honneur cette étude en PAREC et les grands enjeux qu'elle a entraînés, notamment les modifications au niveau des guidelines du diabète. Je pense qu'il y aura certainement des questions, on reviendra sur un certain nombre de points lors de la discussion et je donne la parole tout de suite au professeur Leila Bendriss, le chef de service de cardiologie de l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech, pour nous entretenir des inhibiteurs des SGLT2 et certainement en profondeur pour la protection cardiovasculaire. À vous la parole, professeur Bendriss. Alors, merci. Et je suis très heureuse d'être un petit peu parmi vous dans cette approche pluridisciplinaire qui est très intéressante en matière de diabète et surtout le diabétique type 2. Et je vous remercie d'abord en tant que Société marocaine d'endocrinologie et je remercie aussi le laboratoire Boehringer de nous avoir réunis autour de ce thème qui serait très, très important parce qu'il va être vu par beaucoup d'angles, aussi bien les endocrinos, les cardio et les néphros. Alors, tout de suite, comme vous le savez, l'arrivée de ces nouvelles classes thérapeutiques d'antidiabétiques oraux, notamment en l'occurrence les inhibiteurs de la SGLT2, qui ont fait la preuve d'une protection cardiovasculaire et rénale, impose plus tard que jamais une coordination pluridisciplinaire, comme c'est le cas aujourd'hui, pour la prise en charge justement de ce patient diabétique type 2. Alors, comme vous l'avez constaté, il y a un changement radical du paradigme qui va pratiquement jusqu'à l'autre bout et dépasse la borne de protection cardiovasculaire du Alors, le mécanisme d'action, j'en passe, vous le maîtrisez mieux que moi et le professeur El-Trash l'a très bien détaillé. Alors, dans le cadre des recommandations de la Société européenne de cardiologie en 2019 sur le diabète et maladies cardiovasculaires, donc une stratification du risque cardiovasculaire a été adoptée justement pour prendre en charge ce diabétique type 2 d'une manière très codifiée, ciblée et très personnalisée. Donc, nous avons 3 grandes catégories. La première, le très haut risque cardiovasculaire, on le définit comment? C'est un patient diabétique avec une maladie cardiovasculaire avérée. Qui dit maladie cardiovasculaire avérée dit une maladie coronaire, quel que soit son mode de présentation. Puis vous avez l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et un accident vasculaire cérébral ischémique. Puis vous avez dans ce cadre toujours un patient diabétique avec atteinte d'un organe cible, à savoir une protéinurie, un DFG moins de 30, une hypertrophie ventriculaire gauche sur l'échocardiographie ou une rétinopathie, ou encore une fois un diabétique avec au moins 3 autres facteurs de risque cardiovasculaire, à savoir l'âge, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, le tabac et l'obésité, ou tout simplement, toujours dans le cadre du très haut risque cardiovasculaire, un diabétique type 1, mais avec une durée d'évolution du diabète qui est au-delà de 20 ans. Donc tout ceci… Professeur Bendriss, on ne voit pas vos slides. Merci de mettre grand écran. Je suis en grand écran. Alors, vous faites passer les slides une à une parce qu'on ne voit pas. C'est bon? On ne voit que la première slide.
Bon. Alors, c'est bon. Ouais, bien. Professeur, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, annuler le partage et partager à nouveau, s'il vous plaît? Ouais, ok. Parce que là, ça passe chez moi, il y a un problème. Arrêtez de partager. D'accord. Partager l'écran. Alors, c'est bon, ça passe? Allez-y, vous pouvez défiler les slides pour qu'on puisse voir. C'est bon, c'est Ouais, parfait. Merci. ça passe. Très bien. Alors, c'est bon, tout le monde suit, vous me suivez? C'est bon? C'est parfait, c'est parfait. Très bien, parfait. Alors, je reviens toujours dans les cadres des recommandations de la Société européenne de cardiologie en 2019 sur le diabète et maladies cardiovasculaires. Une stratification de risque cardiovasculaire a été adoptée justement pour cette prise en charge qui serait personnalisée et codifiée du diabétique. Vous avez la première case qui est le très haut risque cardiovasculaire. C'est un patient diabétique avec maladie cardiovasculaire avérée. Donc, c'est la maladie coronarienne, l'artériopathie oblitérante et l'accident vasculaire cérébral. Un patient diabétique avec atteinte d'organes cibles, à savoir une protéinurie, un DFG moins de 30, une hypertrophie ventriculaire gauche ou une rétinopathie. Un diabétique avec au moins 3 autres facteurs de risque cardiovasculaire, à savoir l'âge, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, le tabac et l'obésité. Ou encore une fois, un diabétique type 1 avec une durée d'évolution du diabète de plus de 20 ans. Donc, tout ceci figure dans la rubrique très haut risque cardiovasculaire. Alors, la rubrique qui est en dessous, c'est le haut risque cardiovasculaire, tout simplement, qu'avait dit le professeur Taj tout à l'heure. Donc, on est en prévention primaire, c'est-à-dire c'est tout simplement un patient qui est diabétique, mais avec une durée d'évolution qui est au-delà de 10 ans, sans atteinte d'organes cibles, avec un autre facteur de risque cardiovasculaire qui va s'y ajouter. Donc, je prends l'exemple, par exemple, d'un homme qui a 58 ans, avec un diabète qui évolue à 12 ans et coté au risque cardiovasculaire. Et puis, vous avez le risque modéré, c'est tous les autres patients, c'est-à-dire les jeunes patients avec un diabète type 1-2. Donc, des patients de moins de 35 ans, diabétique type 1, et moins de 50 ans pour diabétique type 2, et une durée d'évolution de diabète qui est moins de 10 ans, et sans autres facteurs de risque cardiovasculaire ajoutés. Alors, de cette stratification qui est, comme vous le voyez, très scrupuleusement minutieuse, va découler la prise en charge qu'on va voir par la suite par rapport à la prescription des traitements. Et nous, les cardios, nous avons l'habitude pratiquement de stratifier les patients parce que toutes les recommandations qu'on a, que ce soit sur l'hypertension artérielle ou sur la dyslipidémie, donc à chaque fois qu'on a une cible à atteindre sur la tension ou sur le LDL, donc c'est en fonction de ce risque cardiovasculaire pour dire que finalement, on n'essaie pas de chercher un beau chiffre de tension ou d'hémoglobine glyquée chez vous, mais plutôt atténuer ce risque cardiovasculaire et éviter les complications cardiovasculaires. Alors, la Société européenne de cardiologie nous propose 3 grandes recommandations de grade 1, c'est-à-dire obligatoirement recommandées. Donc, on doit avoir une hémoglobine glyquée qui doit être moins de 7%. Bien évidemment, donc pour le faire, il faut s'accorder à la durée du diabète, les comorbidités et l'âge, parce qu'on ne peut pas mettre un petit peu les diabétiques dans, pratiquement tous dans le même palier, et éviter bien évidemment une hypoglycémie qui est délétère en tant que l'hyperglycémie sur le cœur et les vaisseaux. Et la Société européenne de cardiologie nous propose 2 algorithmes pour les patients qui sont naïfs de tout traitement. Et le deuxième algorithme, ça va être sur les patients qui sont déjà traités, notamment par la metformine. Alors ça, c'est le premier algorithme. Donc, je vais essayer de zoomer dessus pour le voir. Alors ça, c'est les patients qui sont diabétiques type 2, naïfs de tout traitement, donc qui ne sont pas encore traités. Donc, ils figurent dans cette rubrique. Les patients qui ont une maladie cardiovasculaire avérée ou à très haut risque cardiovasculaire, d'ailleurs, ça figure dans la même rubrique, ou tout simplement les patients qui sont à haut risque cardiovasculaire. Et je prends l'exemple de l'homme qui a 58 ans avec une durée d'évolution du diabète de 10 ans. Donc, ce patient-là est coté à haut risque cardiovasculaire. Donc, tous ces patients-là, donc, selon les recommandations de l'ESC, doivent être traités, et c'est une recommandation grade 1, obligatoirement donc choisir soit entre les inhibiteurs de la SGLT2 ou les analogues de la GLP1. D'accord? Si votre patient a un risque modéré, cette fois-ci, la metformine doit être considérée. Et bien évidemment, donc, en fonction de votre hémoglobine glyquée, donc, vous allez continuer à adopter d'autres traitements par la suite. Alors, pour les patients qui sont déjà traités par la metformine, et je zoome là-dessus,
Donc, toujours les patients qui ont une maladie cardiovasculaire avérée, qui sont en very high risk, les patients qui sont à haut risque cardiovasculaire, tout simplement, chez ces patients-là, il faut ajouter, et d'une manière impérative, soit les inhibiteurs de la SGLT2, soit les analogues de la GLP1. Par contre, les patients qui sont à risque modéré, on continue toujours la metformine en monothérapie. Alors, tout ceci pour réitérer et dire que les inhibiteurs de la SGLT2 sont recommandés chez les patients diabétiques type 2 avec maladie cardiovasculaire en étant à très haut risque parce que c'est la même rubrique, ou tout simplement le haut risque cardiovasculaire pour réduire les événements cardiovasculaires, et c'est une recommandation 1A, c'est-à-dire, donc 1, ça veut dire obligatoirement doit être proposé et basé sur des études randomisées. Et l'empagliflozine sort un petit peu du lot pour s'ajouter au fait qu'elle diminue le risque de décès cardiovasculaire. Les analogues de la GLP1 font pratiquement la même chose, donc ils sont recommandés aussi chez les patients diabétiques type 2 qui sont à très haut risque avec maladie cardiovasculaire avérée, et le haut risque cardiovasculaire aussi pour réduire les événements cardiovasculaires, recommandation grade 1A. Et puis la liraglutide sort de ce lot pour réduire un peu plus par rapport aux autres le risque de décès cardiovasculaire. Alors, la metformine doit être considérée chez les patients diabétiques type 2 avec risque modéré, c'est-à-dire les patients qui sont jeunes, moins de 35 ans pour le type 1 et moins de 50 ans pour le type 2. Et l'insuline doit être considérée chez les patients avec un syndrome coronarien aigu et une hyperglycémie qui est très significative. Par contre, une interdiction absolue dans l'insuffisance cardiaque pour la classe des thiazolidinédiones et la saxagliptine qui fait partie de la classe des inhibiteurs de la DPP4. Alors, focus cette fois-ci sur l'insuffisance cardiaque par rapport à tous les accidents cardiovasculaires. Alors, comme vous le voyez, les inhibiteurs de la SGLT2 sont recommandés pour diminuer le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les patients diabétiques, et c'est une recommandation 1A, donc fortement recommandée avec des essais randomisés. Par contre, vous avez les analogues de la GLP1, donc ont un effet neutre, par contre, sur le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc, on vient de voir tout à l'heure que les deux classes thérapeutiques étaient à parts égales pour réduire les événements cardiovasculaires. Et là, vous avez un plus par rapport aux inhibiteurs de la SGLT2 par rapport aux effets sur la réduction de l'insuffisance cardiaque. Alors, je rappelle encore une fois l'interdiction absolue dans l'insuffisance cardiaque de ces deux classes thérapeutiques qui sont les thiazolidinédiones et la saxagliptine qui fait partie des inhibiteurs de la DPP4. Alors, si l'on revient un petit peu aux essais qui ont permis ces recommandations, notamment avec les inhibiteurs de la SGLT2 chez les patients diabétiques avec une maladie cardiovasculaire. Donc, si je rentre un petit peu dans le détail de ces études, donc je prends un petit peu les deux études avec les molécules qui existent sur le marché marocain, donc l'empagliflozine avec l'Emparic Outcome et la déclartimie 58 avec la dapagliflozine. Moi, je rentre un petit peu dans le design de l'étude. Comme avait dit le professeur Tarch, là, tous les patients avaient une maladie cardiovasculaire avérée. Par contre, dans l'étude déclartimie avec la DAPA, il y avait pratiquement moins de la moitié, 40% qui avaient une maladie cardiovasculaire avérée. Et donc, quand on regarde les 3 P MACE, ça veut dire le décès cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde et l'AVC, vous avez un P significatif de non-infériorité pour les deux molécules. Par contre, si vous regardez ici, vous avez un P de supériorité qui est très significatif par rapport à l'empagliflozine versus la dapagliflozine. Cette fois-ci, on se focalise sur la réduction de l'insuffisance cardiaque chez le patient diabétique type 2 avec ou sans antécédent d'insuffisance cardiaque. On assiste à une diminution de cette hospitalisation pour insuffisance cardiaque de 27% avec la DAPA versus 35% avec l'empagliflozine. Donc ici, on réunit un petit peu le critère combiné décès cardiovasculaire et hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les patients qui ont déjà un antécédent d'insuffisance cardiaque. Alors, toutes les molécules des inhibiteurs de la SGLT2 donc, font pratiquement la même chose et se valent de la même manière. Alors, on va retourner un petit peu sur le détail de l'étude Emparic Outcome, quoi qu'elle était très bien détaillée par le professeur Letarch. Moi, je vais essayer un petit peu de détailler seulement un petit peu le côté cardiovasculaire. Donc, l'étude a été publiée dans le New England Journal en 2017 déjà. C'est une étude qui va essayer de ficeler un petit peu l'apport de l'empagliflozine sur
la mortalité cardiovasculaire chez les patients diabétiques type 2 et qui ont une maladie cardiovasculaire avérée. C'est une grande étude randomisée en double aveugle qui a enrôlé 7000 patients dans 42 pays. Les critères d'inclusion, si on regarde les détails, c'est des patients qui ont une hémoglobine glycée entre 7 et 10%, qui ont tous une maladie cardiovasculaire avérée dans 99,4%. Donc, c'est des patients qui sont lourds et donc l'empagliflozine va lancer un défi par rapport à la démonstration et les critères d'exclusion étaient bien évidemment les patients insuffisants rénaux sévères et les décompensations aiguës parce que c'est des patients qui ne sont pas éligibles à rentrer dans des études. Alors, le critère primaire était les 3 PMS, c'est-à-dire le décès cardiovasculaire, l'IDM non fatal et l'AVC non fatal. Puis, comme critère secondaire, on avait ajouté l'hospitalisation pour encore instable et comme critère très spécifique, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et la dégradation de la fonction rénale. Alors là, vous voyez les courbes, donc elles sont spectaculaires avec une différence statistiquement significative sur la réduction du décès cardiovasculaire et de l'insuffisance cardiaque par rapport aux 2 doses de l'empagliflozine versus placebo. Alors cette fois-ci, je dérive vers l'insuffisance cardiaque proprement dite, que le patient soit diabétique ou pas, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque tout court, qui est le pain quotidien des cardiologues et véritable pathologie lourde et meurtrière, parce qu'elle tue plus que le cancer de sein chez la femme et le cancer de prostate chez l'homme. Donc on va voir un petit peu l'apport de cette classe thérapeutique en matière d'insuffisance cardiaque, que le patient soit diabétique ou pas. Alors je vous expose 2 grands titres sur lesquels on va débattre. La dapagliflozine est efficace en cas d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée, que les patients soient diabétiques ou non. Donc, c'est l'étude DAPA-HF qui vient d'être publiée l'année dernière en 2019. Et puis, les inhibiteurs de la SGLT2 et insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée, l'emperoreduced enfonce le clou. Elle vient d'être publiée cette année en août 2020. Alors, si je prends un petit peu les 2 études, je les positionne toutes les 2. Donc, toutes les 2 avec une fraction d'éjection qui était moins de 40%. Si vous regardez le NT-proBNP, qui est un indice de mauvais pronostic dans l'insuffisance cardiaque, on remarque que dans la DAPA-HF, il était entre 600 et 900. Et dans l'emperoreduced, vous avez eu un petit peu des taux beaucoup plus élevés, jusqu'à 5000. C'est des patients qui étaient un petit peu beaucoup plus graves sur le plan de dégradation de la fonction cardiaque. Et les critères d'exclusion étaient bien évidemment le collapsus cardiovasculaire et l'insuffisance cardiaque aiguë. Et je vous ai mis un tableau ici, qu'il est très flou. Alors, pour considérer quelques petits détails par rapport aux 2 études, alors si je regarde un petit peu l'emperoreduced, il y avait un grand nombre de patients qui prenaient le sacubitril/valsartan, qui est un traitement très spécifique de l'insuffisance cardiaque et la dernière innovation en matière de traitement d'insuffisance cardiaque. Cela veut dire que dans cette étude, il y avait beaucoup de patients qui étaient très bien traités versus la DAPA-HF. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup d'augmentation de taux qui étaient augmentés de NT-proBNP par rapport à la DAPA-HF, c'est-à-dire que c'est des patients qui étaient très mauvais sur le plan pronostic. Et quand j'ai regardé un petit peu les fractions d'éjection, il y avait les moins de 30%, c'est-à-dire des dysfonctions ventriculaires gauche qui étaient sévères dans l'emperoreduced versus DAPA-HF qui était entre 30 et 40%. Donc, finalement, si on veut dire l'empagliflozine a lancé un défi par rapport à des patients qui sont très bien traités, qui avaient des NT-proBNP très élevés et des dysfonctions ventriculaires gauche qui étaient sévères. Les résultats de la première étude, la dapagliflozine, donc on avait remarqué que le risque de détérioration ou le risque d'aggravation de l'insuffisance cardiaque ou de décès d'origine cardiovasculaire était plus bas avec la dapagliflozine versus le placebo d'une manière statistiquement significative, indépendamment de la présence ou l'absence du diabète. Alors, la deuxième étude qui est l'emperoreduced, qui vient d'être publiée en août 2020 et qui avait démontré, vous regardez donc les courbes qui divergent de manière spectaculaire et qui va conclure que l'empagliflozine est associée à une diminution du risque de décès cardiovasculaire et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque versus placebo d'une manière statistiquement significative, indépendamment de la présence ou l'absence du diabète. Donc, à la lumière de ces 2 études, donc les cardiologues commencent à emprunter ce produit ou cette classe thérapeutique pour essayer de traiter, si vous voulez dire, un traitement de fond de l'insuffisance cardiaque. Et bientôt, ça va figurer dans les recommandations de l'insuffisance cardiaque, que le patient soit diabétique ou pas. Alors, un mois plus tard, c'est-à-dire en septembre 2020, le Lancet
donc, a publié une méta-analyse des deux études, Montpellier et la DAPA-HF sur la dapagliflozine. Et je vous cite la conclusion. Au final, les inhibiteurs de la SGLT2 s'imposent comme une classe incontournable dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG diminué chez les patients diabétiques comme chez les non-diabétiques, y compris en add-on du traitement spécifique dont je vous ai parlé, qui est la dernière innovation thérapeutique, avec un rapport bénéfice-risque qui est hautement favorable. Et ceci, comme vous le voyez, donc, qui était favorable pour les deux produits par rapport au décès cardiovasculaire et hospitalisation pour insuffisance cardiaque, que le patient soit diabétique ou non diabétique, vous avez pratiquement les mêmes résultats. Alors, comment expliquer ces effets justement spectaculaires de ces produits par rapport au cœur et rein? Brièvement, une grande revue qui est dédiée à la thérapie et les drogues cardiovasculaires a soumis des hypothèses qui peuvent expliquer cet effet cardio-rénal des inhibiteurs de la SGLT2 indépendamment de la régulation de la glycémie, de la tension artérielle ou du poids du patient. Et les trois grandes hypothèses soumises d'une manière très brève sans rentrer dans les détails, c'est le fait qu'il est un diurétique intelligent, donc smart diuresis. La deuxième, c'est qu'il inhibe c'est un échangeur sodium-hydrogène. Quand j'inhibe celui-là, donc je vais activer l'échangeur sodium-calcium. Donc, on va expulser le calcium à l'extérieur de la cellule myocardique. Et qui dit diminution du pool calcique à l'intérieur de la cellule myocardique, dit diminution des arythmies, c'est-à-dire des troubles du rythme, et diminution de la toxicité myocardique au calcium. Donc, ça, c'est le deuxième effet. Et puis, troisième chose, c'est l'augmentation de l'efficience ou la compétence énergétique du myocarde, comme l'avait dit le professeur Tarch tout à l'heure. Donc, quand vous avez une glycosurie, vous avez donc la libération, donc la lipolyse qui va être activée, puis les corps cétoniques et les acides gras qui vont être disponibles et qui sont les substrats préférentiels pour le métabolisme énergétique du cœur avec un meilleur rendement énergétique par rapport à la cellule myocardique. Voilà, donc les perspectives de l'empagliflozine dans l'insuffisance cardiaque se continuent dans le futur. Donc, vous avez plusieurs études qui sont toujours en cours pour, encore une fois, enfoncer ce clou. Et je finis simple que je vous laisse le soin d'interpréter et qui relève un petit peu le fameux NNT, c'est-à-dire le nombre de patients à traiter pour prévenir un décès chez les patients qui sont à haut risque cardiovasculaire. Plus vous avez ce NNT qui est bas avec une durée d'évolution qui est courte, plus votre produit, il est bien. Donc, si vous regardez la simvastatine sur 5 ans, 30, ramipril sur 5 ans, 56 et l'empagliflozine sur 3 ans, vous avez 39. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Bendriss, pour cette conférence exhaustive et complète sur les problèmes cardiaques et cardiovasculaires et le rôle des SGLT2 et de l'empagliflozine dans la prévention de ces problèmes. Merci pour cette revue de littérature très fournie. Je pense qu'il y a certainement un certain nombre de questions qui vont vous être posées à la fin de la session. Donc, on va terminer avec la troisième conférence du professeur Saleh Husseini, le chef service de néphrologie à l'hôpital Hassan de Fès, qui va naturellement nous parler de la néphropathie liée au diabète et des grands avantages de ces molécules et de cette molécule en particulier sur la néphropathie et la prévention, le traitement de la néphropathie et la prévention secondaire. À vous la parole, professeur Saleh Husseini. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président, merci aux organisateurs pour l'invitation. Et comme vous l'avez dit, je vais parler de reins et inhibiteurs de SGLT2 et en intitulant néphropathie liée au diabète, néphroprotection par les SGLT2. Et donc, le terme va revenir très souvent dans ma présentation. Et comme je savais que j'allais passer en dernier, j'ai suivi de très près et j'ai retiré au fur et à mesure les diapositives qui allaient être en double, puisque je vais essayer de lire d'un point de vue néphrologique les mêmes études et très souvent des diapositives qui se ressemblent. Je rappelle en introduction très brièvement les stades de la maladie rénale chronique pour dire qu'on évolue en 5 stades et que durant les 2 premiers stades, il n'y a pas d'insuffisance rénale. C'est à partir du stade 3 qu'on a une insuffisance rénale quand le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 60.
La maladie rénale chronique stade 4, c'est inférieur à 30 et ces rappels très brefs, c'est juste pour parler des possibilités de prescription de médicaments par la suite et de ce qui est autorisé, ce qui est préconisé et des extensions de possibilités de prescription qui s'annoncent pour les prochaines années. Deuxième rappel épidémiologique très bref également, c'est un rappel des données de l'étude Maremar. C'est une grande étude marocaine pour maladie rénale au Maroc qui a concerné 10 000 personnes dans deux villes qui sont Khmisset et Jdida pour avoir une vraie prévalence des facteurs de risque cardiovasculaires et rénaux au Maroc. Et vous voyez ici que la maladie rénale chronique touche à peu près 6% de la population marocaine, quel que soit le stade parmi les 5 stades que je viens de citer. Et on voit qu'un Marocain sur 6 est hypertendu et la prévalence du diabète autour de 13% chez des adultes âgés entre 26 et 70 ans. Mais quand on voit particulièrement la population des patients ayant une maladie rénale chronique, vous voyez que le tiers des patients sont diabétiques. Et très souvent, donc, la question de traiter le diabète, hypertension et maladie rénale est une question commune, globale. Et la molécule d'aujourd'hui vient justement intervenir au carrefour de toutes ces maladies, puisque finalement, le patient est le même. C'est notre point de vue qui peut différer. L'histoire naturelle classique de la néphropathie diabétique est passée, c'est ce qu'on a appris donc au début, c'est qu'on passait par une hyperfiltration glomérulaire, une hypertension artérielle, l'apparition d'une microalbuminurie qui augmente pour atteindre un stade d'albuminurie ou de protéinurie quand elle dépasse 0,3 g par 24 heures, puis apparaît l'insuffisance rénale qui évolue à son propre compte par la suite pour atteindre le stade terminal. Et on savait depuis longtemps qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent venir interférer, notamment l'équilibre du diabète, la pression artérielle, l'obésité, les médicaments néphrotoxiques et ainsi de suite, jusqu'à ce que cette vision claire, structurée de l'histoire naturelle de la néphropathie diabétique soit bouleversée il y a quelques années par l'individualisation d'une catégorie de patients non albuminuriques, mais insuffisants rénaux dans le cadre du diabète de type 2. Pourquoi je les cite particulièrement ici? Parce que ce sont des patients qui, lorsqu'ils n'étaient pas hypertendus et vu qu'ils sont normaux albuminuriques, échappaient au traitement néphroprotecteur par le blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone, puisque les recommandations de quelques sociétés scientifiques que ce soit ne préconisaient pas d'instaurer un traitement par IEC ou ARA2 ou à un certain moment par inhibiteur de la rénine, vu que ces patients étaient normo-albuminuriques. Maintenant, on sait que ce sont bel et bien des patients qui sont dans l'histoire naturelle de la néphropathie diabétique. Et regardez ici, les normo-albuminuriques, parmi les patients qui ont déjà un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60, c'est-à-dire qui ont une néphropathie avérée liée au diabète, représentent quand même 39%. Et une stratégie de néphroprotection qui les concernerait serait la bienvenue. Avec les inhibiteurs de SGLT2, ils sont forcément inclus dans cette stratégie de néphroprotection. J'y reviendrai par la suite. Pour terminer ma longue introduction, je dirais que l'évolution des patients qui ont une néphropathie diabétique est très différente. C'est vrai que 48% ici dans la zone A, 39% ici dans la zone B ont une évolution plus ou moins rapide, mais assez linéaire dans les deux cas. Mais il y a quand même 6 et 7%, ça veut dire 13% de l'ensemble des diabétiques qui évoluent de façon inattendue. Et donc là aussi, c'est un frein à la mise en place des mesures de néphroprotection classiques qui se basent beaucoup sur le rythme de dégradation de la fonction rénale. Et quel que soit le degré, le type d'atteinte ou le degré d'atteinte, on voit dans ce schéma que l'intervention, la néphroprotection aura son impact pour transformer une courbe qui va rapidement vers donc le stade terminal de la maladie rénale en une courbe qui se stabilise
le plus longtemps possible pour essayer d'accompagner notre patient le plus longtemps dans sa vie sans arriver au stade terminal de la maladie rénale et sans avoir besoin de traitement de suppléance par la dialyse. Donc, la néphroprotection au centre de la prise en charge de ce patient diabétique ayant une néphropathie diabétique et donc par définition ayant aussi une hypertension artérielle. Pour cette néphroprotection, on va agir sur un ensemble de facteurs qui sont cités ici. Certains sont modifiables, d'autres comme la génétique, le sexe ou la race ne le sont pas, mais on sait que la néphroprotection doit être notre principal souci quand on prend en charge ce type de patient. Et l'équilibre glycémique fait partie de cette néphroprotection. Je préciserai que dans les CADIGO, qui sont des recommandations internationales de néphrologie, le grand cas, c'est pour kidney, donc on est dans les recommandations rénales. Quand on n'a pas d'insuffisance rénale chronique avancée, c'est prouvé par de nombreuses études qu'il faut équilibrer du mieux qu'on peut le diabète, mais quand on a une insuffisance rénale chronique qui devient avancée, on commence à craindre le risque d'hypoglycémie et à se poser donc la question du bénéfice-risque. C'est pour cela que le taux d'hémoglobine glyquée exigé à des stades 4 ou 5 de la maladie rénale chronique sont moins sévères. Nous arrivons maintenant aux inhibiteurs de SGLT2, qui sont la dernière étape donc, de développement des différentes molécules que nous avons à notre disposition dans notre arsenal thérapeutique. Et en tant que néphrologue, mais en tant que médecin de façon générale, quand on a un patient qui a une maladie rénale chronique, on se pose toujours la question de ce qui est autorisé, de ce qui ne l'est pas. Et ce tableau de synthèse ici est basé sur les autorisations de mise sur le marché et non pas sur uniquement les études scientifiques. Et vous voyez les inhibiteurs de SGLT2 ici et on voit en rouge les stades 4 et 5, c'est-à-dire ceux qui ont un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute par une standardisation à 1,73 m² de surface corporelle. On va voir par la suite dans les études que cela peut être remis en question. Je ne rappellerai pas les mécanismes d'action et je passerai directement aux 4 catégories d'études concernant les 4 molécules, en commençant par l'EMPA-REG Outcome. J'ai donc retiré plusieurs diapositives et je garde donc la conclusion concernant l'atteinte rénale, puisqu'il y a une diminution du critère rénal de 46% quand les patients sont dans le bras empagliflozine par rapport au bras placebo. Et ceci est un élément majeur. On n'a jamais vu de médicament entraînant une amélioration aussi spectaculaire du pronostic rénal en peu de temps. Le dernier en date déjà de plus de 20 ans, c'est le blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone. Quand on parle de critères rénaux, vous allez voir tout au long de ces études qu'on met dans un même panier plusieurs critères à la fois, puisque l'effet spectaculaire n'était pas peut-être aussi attendu que ça. Et pour montrer un effet rénal, il y a eu une association de plusieurs critères dans le même panier. C'est doublement de la créatinine, mort rénale, c'est-à-dire recours à un traitement de suppléance par la dialyse ou par la transplantation, ou un débit de filtration glomérulaire qui baisse à moins de 20 millilitres, à moins de 10 millilitres par minute. Mais quand on prend les critères un à un, on retrouve le même effet bénéfique. Ici, vous voyez le hazard ratio à 0,54, c'est là la baisse de 46%. Mais quand on voit chacun des éléments pris séparément, vous voyez le doublement de la créatinine, l'initiation d'un traitement de suppléance, donc la protéinurie ou l'apparition d'une macroalbuminurie chez un patient qui n'en avait pas. On voit quand même qu'il y a un effet bénéfique sur chacun de ces éléments-là, à côté d'autres bénéfices comme la baisse de la pression artérielle ou la baisse de l'hémoglobine glyquée. Pour déclair-thymi, donc avec la dapagliflozine, on retrouve à peu près la même chose, 47% par rapport à 46%, c'est la même chose. Et donc, ce critère composite
qui ne constitue pas le principal critère d'évaluation dans ces études, mais qui sort de façon très significative. Canvas, encore une fois, l'autre molécule, canagliflozine, et encore une fois, critère composite baisse de 40%. Et vous voyez ici avec la canagliflozine que quand on prend le critère composite, il y a 1,5 événements pour 1000 patients année par rapport à 2,8 quand on utilise le placebo. C'est une baisse importante. Mais quand on prend aussi le rythme de dégradation de la fonction rénale, on est à 1,8 millilitres par minute par an quand on est sous inhibiteur de SGLT2, par rapport à peu près 4 millilitres par minute par an quand on est sous placebo, et par rapport à 1 millilitre par minute par an chez les patients non malades, chez la population générale, puisque à partir de l'âge de 40 ans, nous perdons tous un peu de fonction rénale de façon régulière, sans que cela ne retentisse sur notre survie rénale, puisque c'est physiologique. Vous voyez qu'avec la canagliflozine et avec les autres inhibiteurs de SGLT2, on s'approche de plus en plus du rythme de dégradation de la fonction rénale constaté chez la population générale. Pour terminer, Crédence a eu l'avantage d'inclure des patients un petit peu différents. Elle arrive un peu plus tard puisqu'on est en 2019 et nous voyons ici qu'il y a une baisse de 30% du risque cardiaque et rénal chez des patients qui sont âgés de 62 ans, qui ont une excrétion urinaire de l'albumine supérieure à 300 mg par gramme, c'est-à-dire qui ont une protéinurie avérée, mais non seulement ils ont un seuil supérieur à 0,3 g par 24 heures au milligramme par gramme, mais leur moyenne est plus proche du 1 g par 24 heures de protéinurie, c'est-à-dire qu'on a osé prendre des patients qui ont une vraie néphropathie associée à leur diabète de type 2. Vous voyez ici les différents critères d'évaluation et on constate que quand on compare l'excrétion urinaire d'albumine, il y a un effet bénéfique de l'inhibiteur de SGLT2. Ici, quand on compare le débit de filtration glomérulaire, il y a un effet bénéfique qui se confirme, qui se voit à partir d'une année, mais ce qui n'est pas le cas au tout début de la prise en charge, j'y reviendrai. Et on voit aussi une amélioration des facteurs de risque d'aggravation de la fonction rénale que sont l'équilibre du diabète et la pression artérielle. Finalement, quand on voit toutes ces études, on voit que les premières n'avaient pas inclus beaucoup de critères rénaux. Ici, vous voyez le pourcentage de ceux qui ont un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 et ils ne dépassent jamais les 25% de l'ensemble des patients. Et en bas, vous voyez ceux qui ont une protéinurie et vous voyez qu'ils ne représentent que 3 à 10% dans les premières études. C'est avec Crédence que le pourcentage de ceux qui ont une atteinte rénale avérée était plus élevé. Et c'est avec DAPA-CKD, qui est venu beaucoup plus tard, qu'on a le maximum de patients ayant une atteinte rénale qui ont été inclus. Et grâce à cela, on a pu montrer l'effet bénéfique favorable des inhibiteurs de SGLT2 chez les patients ayant une maladie rénale chronique, que ce soit avec un diabète de type 2 et même en dehors du diabète de type 2. Finalement, c'est un vrai néphroprotecteur à côté de ses autres rôles pour lesquels il a été conçu. Quand on voit la méta-analyse qui sort donc ce mois-ci, reprenons l'ensemble des études avec l'ensemble des inhibiteurs de SGLT2 utilisés, on voit vraiment qu'il y a un effet favorable à l'utilisation des inhibiteurs de SGLT2 pour le critère composite rénal que j'avais déjà défini, mais qui est différent selon les études. Cette méta-analyse, son auteur, Wanner, l'allemand lui-même, la critique en conclusion en disant qu'il n'a pas utilisé de test d'homogénéité, mais que le nombre d'études disponibles pour l'instant n'était pas très élevé et qu'elles allaient toutes dans le même sens, donc il n'a pas réalisé ce test d'homogénéité.
Je reviens à l'effet temporel que j'ai évoqué il y a 2 ou 3 minutes. C'est celui de l'effet sur la fonction rénale de la prescription d'un inhibiteur de SGLT2. Et c'est la courbe en bleu ici par rapport à d'autres patients qui ont la courbe ici en gris-bleu qui n'ont pas d'inhibiteur de SGLT2. Ils ont le placebo. Et vous voyez que ceux qui ont le placebo ont, pendant la première année, 52 semaines, vous voyez ici, une fonction rénale meilleure que ceux qui ont pris un inhibiteur de SGLT2. Et c'est une notion qu'on connaît très bien en milieu néphrologique, puisque c'est la même chose qu'on constate quand on utilise des bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone. Et on sait, maintenant on a suffisamment de recul, que ceux qui reçoivent un blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone ont un pronostic nettement plus favorable à long terme. Et c'est la même chose qu'on retrouve avec les inhibiteurs de SGLT2. Vous voyez, au bout de 2, 3, 4 ans, l'effet se confirme et se creuse au fil du temps. Et ceci est lié à l'effet hémodynamique. Et la preuve que cet effet hémodynamique est important, quand on arrête au bout de 4 ans un blocage du système, des inhibiteurs de SGLT2, on voit encore une amélioration du débit de filtration glomérulaire parce que l'effet hémodynamique a été retiré. Et on retire l'effet hémodynamique, on retire la néphroprotection et on a une amélioration temporaire juste après. Ce qu'on pourrait craindre aussi quand on utilise de tels médicaments, et c'est quelque chose qu'on fait systématiquement avec tous les médicaments à impact rénal, c'est qu'on observe pendant toute la durée des études s'il y a eu des épisodes d'insuffisance rénale aiguë, récupérés ou non. Et vous voyez que dans la méta-analyse faite avec les 4 plus grandes études, les différentes molécules, il y a une baisse de 25% du risque de faire une insuffisance rénale aiguë. Et c'est normal que ce bénéfice soit moins évident dans l'étude Crédence, celle qui a inclus le plus de patients ayant une maladie rénale plus avancée parce que chez eux, les facteurs pouvant entraîner une insuffisance rénale aiguë sont nombreux en dehors du médicament. J'arrive aux recommandations pour terminer. Les recommandations néphrologiques, les CADIGO dont j'ai parlé tout à l'heure, nous disent que pour prendre en charge un diabétique de type 2, depuis 2020, on propose bien sûr les modifications du mode de vie, mais tout de suite 2 voies. La voie d'amélioration du contrôle glycémique en préconisant l'administration en première intention de la metformine quand le débit de filtration glomérulaire est supérieur à 30, et ils nous disent de l'arrêter dès que le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30, et d'associer un inhibiteur de SGLT2 qui est préconisé pour sa protection d'organes. Et vous voyez ici que quand on a un débit de filtration glomérulaire supérieur à 30, il est recommandé en première intention. Ce n'est pas notre pratique encore de tous les jours, bien sûr, vous vous en doutez, mais c'est ce qui sort dans les recommandations 2020. Et fait important à souligner, contrairement à la metformine, on nous dit d'arrêter quand le patient est en dialyse. Et pour ceux qui ont moins de 30 ml par minute, on nous dit de ne pas initier un inhibiteur de SGLT2, mais on ne nous dit pas de l'arrêter. Et c'est une avancée importante. Donc, bien que dans l'AMM, on ne le cite pas comme médicament à donner chez ceux qui ont une insuffisance rénale chronique, maladie rénale chronique stade 4 ou 5, on voit que s'ils avaient commencé avant, on ne nous dit pas de l'arrêter. Les autres sociétés savantes, un article qui sort ces jours-ci, reprend les différentes recommandations des différentes sociétés savantes et j'ai encadré ceux qui ont une maladie rénale chronique. Et vous voyez le yes partout. C'est-à-dire que les cardiologues, les diabétologues, les endocrinologues, les néphrologues, etc., disent tous qu'il y a une place des inhibiteurs de SGLT2 chez les patients ayant une maladie rénale chronique. Et après, on rentre dans les détails. Il y a des différences selon les sociétés savantes, mais globalement, il est recommandé. Ce qui va nous aider par la suite, il y a eu Dapa-CKD qui vient de sortir en 2020, mais il y a Empakidney qui va sortir en 2022 et qui va nous répondre à plus de questions.
on ose plus avec en paquet puisqu'on inclut des patients cette fois-ci ayant un débit de filtration glomérulaire entre 20 et 45 et on les compare à ceux ayant un débit de filtration glomérulaire entre 45 et 90 avec une excrétion urinaire d'albumine positive. Finalement, on cherche des patients ayant une maladie rénale et on va les comparer et on va en prendre 5000 comme vous voyez le N ici et nous allons avoir de vrais résultats pour les patients ayant une maladie rénale chronique après un suivi de 3 ans pour avoir une idée précise chez ces patients-là. Et vous voyez ici en abscisse, dans les lignes, ce sont les stades de la maladie rénale chronique, mais dans les colonnes, on a le degré d'excrétion urinaire d'albumine. Et vous voyez que cette étude en paquet sera celle qui aura inclus la population la plus large dans la zone rouge de maladie rénale, ceux qui ont une maladie rénale avérée. On a suffisamment d'arguments maintenant, vu les études précédentes, pour mener une étude acceptée par les comités d'éthique et qui concerne cette population qui est très souvent écartée des études de protection cardiovasculaire et chez les diabétiques dans leur globalité. Finalement, pour ralentir la néphropathie diabétique, c'est-à-dire pour faire de la néphroprotection, nous avons une liste très longue de facteurs sur lesquels nous devons agir. Et vous la voyez ici. Et peut-être que très prochainement, au Maroc aussi, les inhibiteurs de SGLT2 deviendront des médicaments qu'on citera très rapidement dans les protocoles de néphroprotection, puisque des études ont montré qu'elles sont efficaces aussi bien chez le diabétique que chez les non-diabétiques, et on attend avec impatience des résultats chez une population spécialement atteinte de maladies rénales chroniques assez avancées. Alors que je présentais, juste avant, puisque quand mes collègues présentaient, j'ai suivi pour vous aussi les élections américaines et c'est aussi serré. Et il y a le match du Raja qui a commencé. C'est toujours 0-0. Donc, pour ceux qui suivent, je vous ai donné aussi une actualité hors médicale. Merci. Merci beaucoup, professeur Scali, pour cette revue exhaustive et très intéressante concernant la néphroprotection en rapport avec ces nouvelles molécules. Je pense qu'on va maintenant passer à la discussion et j'ai un certain nombre de questions qui me sont parvenues. Alors, l'une des questions que je vais poser d'abord au professeur Eltrache, peut-on switcher un inhibiteur de la DPP4 vers les SGLT2 en cas d'insuffisance cardiaque ou de complications cardiovasculaires? Professeur Eltrache. Oui, donc la question c'est est-ce qu'on peut switcher d'un inhibiteur de DPP4 vers un inhibiteur de SGLT2 en cas d'insuffisance cardiaque? Oui. D'accord. Alors, oui, l'insuffisance cardiaque est une très bonne indication pour mettre nos patients diabétiques sous inhibiteur de SGLT2. Donc, la réponse est oui, effectivement, que ce soit l'insuffisance cardiaque, la maladie rénale chronique et ou bien un accident cardiovasculaire, maladie cardiovasculaire avérée ou bien un très haut risque de faire une maladie cardiovasculaire. Donc, ce sont les 4 indications. On peut switcher en cas d'insuffisance cardiaque parce qu'on connaît l'effet on va dire cardioprotecteur des inhibiteurs de SGLT2 pour ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, alors que dans l'étude que j'ai présentée tout à l'heure en vie réelle, les inhibiteurs de SGLT2 n'avaient pas cet effet bénéfique pour l'insuffisance cardiaque. Une deuxième question, peut-on ajouter les inhibiteurs de SGLT2 en cas de basal bolus? Oui, ça peut s'associer. En fait, les inhibiteurs de SGLT2 trouvent leur place à tous les niveaux d'introduction des antidiabétiques. Ça veut dire en bithérapie après échec de la metformine, en trithérapie et en quadrithérapie en association avec de l'insulinothérapie. Au contraire, si on a l'indication ou bien si on va l'associer, on va permettre la baisse du poids, on va gagner en matière un peu de poids, on va réduire, ce qui nous permettrait de réduire aussi
la dose d'insuline qu'on utilise. Et bien sûr aussi, ça va aider en matière d'hémoglobine glyquée, en plus de son effet cardio et néphroprotecteur. Merci, professeur Trash. Il y a d'autres questions, mais je veux passer aussi les collègues. Professeur Bendris, quelles sont les indications des SGLT2 chez un diabétique avec artériopathie des membres inférieurs avec et sans thrombose artérielle? Alors, le patient qui a une artériopathie oblitérante des membres inférieurs est un patient qui est à très haut risque cardiovasculaire parce qu'il est diabétique avec maladie cardiovasculaire avérée. Et du coup, selon les recommandations de l'ESC, donc les inhibiteurs de la SGLT2 sont recommandés avec une forte recommandation de grade 1, niveau de preuve A, donc très fortement recommandé. Une deuxième question, comment reconnaître l'insuffisance cardiaque chez le diabétique en pratique quotidienne? Alors, l'insuffisance cardiaque chez le diabétique en pratique quotidienne. Donc, soit qu'il serait symptomatique, si vous avez une dyspnée, d'accord? S'il est asymptomatique, on peut s'aider du NT-proBNP. D'accord. Une autre question, doit-on prescrire les SGLT2 chez tous les cardiaques en prévention secondaire, même s'ils sont bien équilibrés sous traitement conventionnel? Alors, en prévention secondaire, c'est-à-dire je reviens à la stratification pour rester toujours logique, c'est des patients qui ont une maladie cardiovasculaire avérée, quoi qu'ils sont stabilisés sous traitement, le meilleur traitement indiqué reste toujours les inhibiteurs de la SGLT2. Une question au professeur Skelly. Chez les insuffisants rénaux, quelle est la place des SGLT2? Et comment coordonner avec le néphrologue, avec l'endocrinologue? Oui, en fait, ils ont une place importante depuis DAPA-CKD qui est sorti cette année. Nous savons que ça concerne aussi bien les diabétiques que les non-diabétiques. On sait aussi qu'en association avec les IEC ou les ARA2, c'est intéressant. Donc, combiner des effets néphroprotecteurs est intéressant, alors qu'avant, quand on combinait deux bloqueurs du système rénine-angiotensine, ça n'apportait pas de réels bénéfices. Et on sait que, vous avez dit, chez les insuffisants rénaux, on va prendre uniquement les stades 3, c'est-à-dire ceux qui ont entre 30 et 60 millilitres par minute, chez qui on peut prescrire les inhibiteurs de SGLT2. Avec DAPA-CKD, ils ont inclus jusqu'à 25 millilitres par minute. Et avec EMPA-KIDNEY, on va aller jusqu'à 20. Et donc, mais les recommandations nous disent toujours de s'arrêter à 30. Bien que les recommandations néphrologiques sont celles qui osent le plus chez l'insuffisant rénal, en disant si vous avez quelqu'un de sous traitement déjà et bien suivi et qu'il baisse en débit de filtration glomérulaire à moins de 30, vous avez le droit de continuer quand même le traitement, mais ne jamais initier pour l'instant à moins de 30 en attendant les résultats de EMPA-KIDNEY en 2022. Pour la collaboration avec les collègues endocrinologues, en fait, c'est très important pour nous, puisque chez ces patients-là qui ont une maladie rénale chronique, très souvent, si on ne fait pas attention, on est piégé. Les patients commencent à venir avec une hémoglobine glyquée meilleure parce que on craint plus en fait l'hypoglycémie. Et eux, c'est ce qu'il est. En général, quand ils viennent nous voir, ils nous disent sur le plan diabète, je vais mieux. Et il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Et très souvent, en collaboration avec nos collègues endocrinologues, il y a ce suivi plus particulier chez cette population, chez qui la situation peut changer d'un moment à un autre. Et donc, on est très à l'écoute de nos collègues dans ce sens-là. Pour ce qui est des inhibiteurs de SGLT2, pour l'instant, nous, dans le service, on ne le prescrit, on n'a pas l'intention de le prescrire sans que ce soit en duo avec l'endocrinologue qui a plus l'habitude de manier les différentes classes et les différentes associations. Merci, professeur Skelly. Une question, professeur El-Trash. Que pensez-vous de l'association agoniste des récepteurs des GLP1 et des SGLT2?
Alors, c'est une très belle question. L'association comme ça, de façon schématique, on va dire que c'est une très belle association parce qu'on va faire bénéficier aux malades les effets bénéfiques aussi bien des inhibiteurs de SGLT2 que des analogues du GLP1. La question sur le plan preuve en matière de néphroprotection et cardioprotection, est-ce qu'on va faire mieux quand on va associer les deux? À ce jour, on n'a pas encore de réponse. On a des études qui sont en cours et on verra quand on associe les deux, est-ce que les effets s'additionnent? Parce qu'on va se dire, probablement, on va faire mieux quand on va mettre les deux. Mais c'est juste des hypothèses. On n'a pas encore de preuves vraiment concrètes dans des études bien menées et dont l'objectif est vraiment tester l'association uniquement en objectif principal et non pas comme de résultats dans les sous-groupes qu'on peut retrouver dans les différentes études. Alors, l'autre contrainte, moi je dirais, on revient sur Terre, c'est que les deux classes thérapeutiques sont des médicaments qui sont chers. Encore pire pour les analogues du GLP1. Franchement, moi, quand je suis en train de négocier avec un malade une des classes thérapeutiques, la première des choses, je lui dis, c'est des molécules qui sont magnifiques, qui ont des bénéfices sûrs, mais il y a un seul inconvénient, qui est le coût. Alors, si c'est remboursé, c'est bon pour certains mutuelles privées, mais la majorité de la population marocaine ne sont pas concernés par ces mutuelles privées. Et il faut vraiment annoncer le prix et laisser le patient réfléchir et pour en faire bénéficier le patient de la prescription à long terme. J'ai pas mal de patients que je vois qui me disent j'ai pris une boîte parce qu'elle m'a été prescrite et en partant chez le pharmacien, j'ai découvert le prix. Donc, j'ai pris la boîte et je ne suis plus revenue voir mon endocrinologue ou mon néphrologue ou mon cardiologue. Donc, on parle de maladies chroniques et quand on part sur une prescription, c'est pour un long terme. Et le grand inconvénient ici au Maroc, c'est vraiment le coût. Ce n'est pas comme dans les pays européens où se sont menées ces études, c'est que c'est des molécules qui sont prises en charge et qu'il n'y a pas vraiment un réel souci par rapport au coût. Voilà, c'est ce que j'ai à dire par rapport à l'association. Si le patient peut se permettre, oui, pourquoi pas. Une autre question concernant les inhibiteurs des SGLT2, leur place dans le prédiabète et dans l'obésité, tout simplement, sans diabète. Est-ce qu'ils ont une place? Alors, dans l'AMM, non. Donc, parce que ce que j'ai remarqué dans ce webinaire, on a parlé hors AMM à plusieurs reprises. Chose qui est un peu, ça fait gêner un peu. Il ne faut pas oublier que les AMM évoluent et depuis les résultats de l'Ampareg en 2015, les AMM ont changé. Au départ, on a eu les médicaments pour le diabète et puis par la suite, l'AMM a changé et ça a fait inclure aussi le bénéfice néphro- et cardioprotecteur. Donc, c'est très, très, très important de se dire que si on va faire ça, c'est vraiment hors AMM parce qu'on a vu des résultats d'études, que ce soit en cardiologie ou en néphrologie, voilà, que c'est magnifique, mais ça reste hors AMM. Ce n'est pas encore changé dans les AMM européennes et dans les AMM marocaines. Alors, ça, si on veut parler AMM, la réponse scientifique, en fait, pas la scientifique, efficacité en matière de prédiabète, oui. Comme vous avez vu chez la DAPA-HF pour l'insuffisance cardiaque, ils ont inclus des patients diabétiques et des patients non diabétiques. La molécule était efficace pour les deux. Pour les patients non diabétiques, c'était des patients chez qui l'apparition du diabète a été vraiment retardée par rapport au groupe placebo. Donc, vraiment, c'est une molécule qui peut faire prévenir ou retarder l'apparition de la maladie diabétique, d'autant plus c'est des patients qui ont une forte hérédité de diabète de type 2, qui sont obèses et qui ont pas mal de facteurs qui feront qu'ils feront de la maladie diabétique par la suite. Je pense, voilà. Je vais voir si encore j'ai des questions. Je pense on arrive à la fin de ce webinaire. Je voudrais en votre nom remercier la Société marocaine d'endocrinologie pour nous avoir donné l'occasion de nous réunir, de discuter de cette thématique très importante. Merci, un grand merci au laboratoire Boehringer pour nous avoir donné cette occasion. Merci à tous les participants d'être restés si tard avec nous et bien entendu à nos conférenciers pour la qualité de leurs exposés. Merci encore une fois. Je pense
que cet échange a été très fructueux et que chaque diabétique est un cas particulier et que chaque diabétique, comme vous avez insisté, mérite et nécessite un traitement personnalisé qui doit tenir compte de son état, de son âge, des complications, mais aussi des innovations thérapeutiques qui peuvent apporter beaucoup à son cas. Encore une fois, merci beaucoup et bonsoir.